qui sera diffusé dès ce soir, ou demain matin, sur notre chaîne. Absolument. Je passe la parole à M. Fabrice Lorrain qui va nous présenter notre deuxième table ronde. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Et nous allons commencer cette deuxième table ronde. Ça va être un peu la séance du psy pour nos écrivains. Et la thématique de cette séance, c'est la question des origines. Alors, pour faire une petite introduction, dans la vie d'un homme, il y a deux questions essentielles. D'où on vient et où on va. D'où je viens, donc, c'est la question des origines. Chacun y répond avec ses convictions. Ça peut être une conviction que je dirais matérialiste, une conviction biologique, une conviction génétique, une conviction spirituelle, une conviction religieuse. Vous voyez, chacun à cette question d'où nous venons va y répondre avec son logiciel, je dirais, avec son modèle. Ça peut être aussi une réponse à cette question par la consommation ou par le désintérêt. D'où je viens, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. Or là, vous avez compris, cette question, il y a beaucoup d'intérêt et ça intéresse. Nous avons remarqué avec Charles et les autres organisateurs que ces années, il y a eu beaucoup de productions romanesques sur la question des origines. Alors la question qu'on s'est posée, et finalement Anna Dievorkan l'a un petit peu abordée, c'est est-ce que la génération des boomers nés après-guerre ne s'est-elle pas interrogée sur ses origines, enfin, après avoir été une génération relativement narcissique et joyeuse et jouisseuse, je dirais. Et cela concerne les familles juives, mais comme des familles non juives. Par exemple, récemment, il y a quelqu'un que j'admire, qui s'appelle Gilles Kepel, un grand islamologue, et qui vient de sortir un livre aussi sur ses origines familiales tchèques. On ne savait pas que Gilles Kepel était tchèque. Et donc, il décline toutes ses origines tchèques. Alors, tout cela nous introduit à ce qu'on appelle le narratif. On a tous un narratif. Freud, déjà, il appelait ça le roman familial. Et en montant un petit peu d'un niveau, il est intéressant que ce narratif est constitutif de l'Homo sapiens. Vous savez, c'est Yuval Harari, le grand intellectuel israélien, qui dit que finalement, l'homme de Néandertal n'était pas dans le narratif. Pourquoi? Parce que quand on cherche, je pars de loin, mais je reviens, vous inquiétez pas, ça y est, il fume, c'est parti, il est dans l'homme de Néandertal, est-ce qu'il va revenir parmi nous? C'est pas sûr, on ne sait pas. Les groupes humains de Néandertal, c'est pas plus de 10 personnes. Et visiblement, les zones du langage et du narratif n'étaient pas très construites. Par contre, chez Homo sapiens, apparaissent des groupes humains de centaines, de milliers, de millions de personnes, et par un narratif, on peut même convaincre, rassembler des peuples entiers, des millions de personnes. Regardez les narratifs actuellement russes, ukrainiens, mais aussi religieux, juifs, arabes, on a tous des narratifs. Alors on va revenir aux narratifs dans les familles juives. J'atterris un petit peu. Alors il y a des narratifs qui se racontent, il y a des narratifs qui se transmettent, et incontestablement il y a dans les familles juives, dans certaines familles juives, des narratifs qui se sont interrompus. Il y a eu du silence. Alors la question c'est, pourquoi y a-t-il eu du silence? Je crois que quand le narratif est trop chargé sur le plan émotionnel, sur le plan de la tragédie, il y a quelque chose qui est difficile à transmettre, et du coup il y a un arrêt de ce narratif. Et cette émotion, elle rejoint le titre de votre livre, je la vous vois, de votre livre, qui s'appelle justement « Pourquoi il y a ce silence ?» Parce que l'émotion est tellement forte, ça entraîne une sidération. Et j'introduis quelque part des questions que je vais vous poser tout à l'heure, très directes. Donc voilà, il y a une sidération tellement c'est fort, tellement c'est au-delà des mots, tellement dès qu'on va aborder la chose, on va pleurer, on va sentir des émotions vraiment nous envahir, extrêmement fortes, de raconter l'histoire de nos parents, etc. Et puis, il y a dans ces récits des origines, je crois, quelque chose qui est une lutte contre la mort, contre la disparition. Vous savez, on décrit en psychologie deux morts. Il y a la première mort et puis il y a la mort de l'oubli. Et je crois que la seconde mort, c'est quand il y a un oubli. Et pour moi, ces récits des origines, ils rejoignent ce que fait un luthier israélien, Amnon Weinstein, qui restaure les violons de l'espoir. Vous savez, ça a commencé avec son premier violon,
qu'il a reconnu comme étant celui de son grand-père près d'un dépôt, près d'un crématorium à Auschwitz. Et il l'a restauré, et il y a maintenant une centaine de violons qu'il a restaurés. C'est ces voix de disparus qu'il veut faire réentendre. Hein. Et il y a un orchestre qui tourne avec ces violons. Et je crois que vous êtes la même déclinaison, si vous voulez, que ces violons de l'espoir, à travers les textes des familles, des trajectoires familiales. Alors, je vais commencer par une question globale pour vous deux. non, mais après, je me recentrerai sur Laurence Benaïm. Voilà, donc la question. Plusieurs livres sont sortis, écrits par des boomers juifs nés après la Shoah, et je vous pose la question suivante. Donc, notre génération de boomers, décrite comme narcissique et jouisseuse, ne s'interroge-t-elle pas enfin sur ce qu'elle doit aux générations précédentes, qui ont enduré la tragédie? Et vous avez dit, Laurence Benaïm, dans votre livre, ta génération, en vous adressant à votre maman, ta génération s'est battue pour exister, celle de tes parents pour survivre. Et alors, quel est le rôle de notre génération? Je crois que le rôle de notre génération, c'est de ne pas oublier. Micro. C'est de ne pas oublier. Et je pense que, mais au-delà de ça, c'est pas forcément de s'emparer quelque chose de tellement commémoratif. J'ai l'impression qu'on est aussi dans une époque qui n'arrête pas de commémorer. Et bizarrement, plus on commémore et plus on oublie. Et il y a comme un grand écart qui est en train de se créer. On est presque dans la patrimonialisation de la mémoire. Il y a plein de musées qui ouvrent. Et de l'autre côté, on est dans l'oubli. Moi, j'enseigne à Sciences Po et l'autre fois, un intervenant a demandé à quelqu'un s'il connaissait, si parmi les élèves, certains connaissaient Catherine Deneuve ou la Calas. Donc je m'interroge, j'ai l'impression parfois d'être comme dans ce film de Fellini où on voit tout, on a l'impression de pénétrer à l'intérieur d'une grotte et que plus on regarde, plus on braque une lumière sur ces dessins et plus ils s'effacent au fur et à mesure. Donc j'ai trouvé que aussi l'écriture et la voix dans ce qu'elle peut avoir de plus singulier est l'ultime moyen pour raconter quelque chose, en tout cas pour parler de la trace. Mais je vais laisser la parole à Christophe parce que je pense que l'objet même de l'écriture, c'est le silence. Laurence a presque déjà tout dit, donc mais je pense qu'il y a aussi, c'est vrai que c'est la troisième génération qui écrit. Donc c'est les petits-enfants du silence qui font ce travail d'écriture, avec effectivement le souci, comme Laurence l'a très très bien dit, de lutter contre l'oubli, d'essayer parce que les livres sont, les phrases de Lydie Salbert qui dit que les livres sont faits pour ça, pour mettre en sûreté, et donc pour essayer de garder une trace. Mais la trace, c'est à la fois une présence, mais elle témoigne surtout d'une absence. Et je pense que nos livres, d'ailleurs, c'est toute la difficulté de l'écriture, c'est à la fois de respecter aussi ce silence, de le briser, mais aussi de restituer des sortes d'histoires trouées qui ne remplissent pas forcément tous les blancs. Et puis je pense que l'une des raisons pour lesquelles on a ressenti le besoin d'écrire, c'est aussi de comprendre. Je pense qu'au départ d'un livre, souvent, il y a, même très souvent, peut-être même tout le temps, il y a une question, une faille, une énigme, quelque chose qui nous travaille, et une question à laquelle on essaye de répondre. Et évidemment, en général, on n'y répond jamais, mais on tourne autour. Donc je pense que la question, elle est centrale dans le désir d'écriture. Alors, j'ai une deuxième question groupée aussi, après. Ouais. La deuxième question, c'est, en fait, elle est née hier soir. Dans mon petit bus, je ramenais tout le monde à l'hôtel. Et je me suis dit, et on commence à parler, vous savez, on commence à faire connaissance. Et puis, on parle du procès de Nuremberg. Et Annette Wieworka, que je ne connaissais pas très bien, elle me dit, mais moi j'ai écrit un livre là-dessus. Et moi, sur ce sujet-là, j'ai lu tous les bouquins de psychiatres, experts, pour savoir
qu'est-ce qui se passait dans la tête des dignitaires nazis. Et je crois, c'est ma question que je vous pose, finalement derrière ces livres, est-ce qu'il n'y a pas la question du mal avec un grand thème, ou des traces du mal, ou de l'effet du mal, à travers les silences, etc., et qu'on va aborder alors soit de manière par une historienne, par l'histoire, une histoire rationnelle je dirais, soit d'une manière psychiatrique, mais Boris Cyrulnik a exactement la même démarche, soit de manière artistique, le cinéma, je pense au fils de Shaoul. Récemment, je suis allé voir Simone au cinéma, et il y a des images du camp de concentration qui sont très très surprenantes, où la vie est belle de Benito Benigni, soit à travers la poésie, et je pense à l'ouvrage de Charles Hebgy, les poèmes juifs des mondes disparus, soit à travers la bande dessinée, Maus de Art Spiegelman. Voilà, chacun va trouver une sorte de média, de support pour s'interroger sur la question du mal. Alors je ne sais pas, c'est par rapport au mal, ou aux effets du mal, ce que vous en pensez, comment vous deuxième, troisième génération, vous concevez cette question du mal? Alors je ne sais pas si c'est autour de la question du bien et du mal. Moi, c'est pas quelque chose qui me... Non, je ne pense pas que ce soit le plus important. L'important, c'est de restituer quelque chose dans toute sa complexité, et en dépassant justement le jugement de valeur, le jugement de morale, mais bien sûr en dépassant ce stade de désigner le mal, mais en le racontant, et en racontant des histoires, en racontant, oui, mais pour moi, la question bizarrement du mal me semble plus chrétienne que juive. Je ne me sens pas à l'aise avec en tout cas, moi, je ne vois... Ça, c'est quelque chose que je pense qui m'a été transmis par ma famille, notamment par mon grand-père. L'idée que, malheureusement, n'importe qui peut, si les conditions le permettent, s'il y a un cadre de référence qui l'autorise, si c'est même quelque chose dont il peut tirer profit, n'importe qui peut commettre des choses absolument horribles. Alors, quand on a cette idée-là, ça peut vous rendre terriblement misanthrope. Et bizarrement, chez mon grand-père, ça le portait au contraire à aimer l'humanité. Donc il n'a jamais... mais effectivement, considérer qu'il n'y a pas un camp du bien et un camp du mal, mais que le mal, malheureusement, est partout, et que personne n'est totalement à l'abri de cela. Donc, et comme je suis, en plus d'être écrivain, je suis journaliste, j'ai couvert des zones de guerre, des zones de conflit, et j'ai rencontré beaucoup de gens. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est que même des gens qui sont considérés comme des meurtriers, ou des gens qui ont tué d'autres êtres humains, passer 2 heures avec lui, vous le trouvez extrêmement sympathique. Donc dès que vous passez 2-3 heures avec quelqu'un qui vous raconte sa vie, vous touchez sa part d'humanité. Et donc, mais évidemment, cette personne peut par ailleurs avoir fait des choses tout à fait condamnables. Moi, je voulais juste rajouter une chose, c'est que justement, j'ai écrit pour me détacher de cette histoire de mal, de bien, et pour essayer de comprendre. Enfin, le mal était dans ma famille, dans ce que me disait ma grand-mère, ashkénaze, polonaise, à propos de mon père, qui me disait ton père, c'est mon deuxième Hitler. Donc, j'ai appris à aimer mon père et à dépasser cette histoire de mal. Il faut reprendre depuis le départ, je pense. Non, voilà. Oui, alors, bon, Laurence Bernaï, qui êtes-vous? Donc, vous êtes l'auteur de La Sidération, édition Stock, Manuel Carcassonne, directeur du groupe Stock. Voilà, et en fait, on va revenir sur votre grand-mère, parce que là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, vous êtes journaliste, écrivaine française, spécialisée notamment dans la biographie de Yves Saint-Laurent. En fait, quand j'ai repris votre biographie sur Wikipédia et puis nos échanges, c'est beaucoup plus dense que cela. Donc, vos 2 parents étaient cardiologues. Votre papa, Paul, il a d'abord été pédiatre. Il a fait ses études à Montpellier. Et hier, vous avez pu visiter la fac de médecine où il était. Et il venait d'Oran. Et cardiologue, donc. Et votre maman, elle est ashkénaze, polonaise,
Elle s'appelle Freider. Freider. Ah non, elle Alors, est française. Elle est française, mais vous savez que Freider, en allemand, en yiddish, en fait, vous êtes une cousine de Freud. C'est la même chose, c'est quelqu'un qui est joyeux, c'est la Simcha. Freider, c'est la version polonaise de Freud. Voilà, c'était juste ça. Et puis alors, j'ai un autre petit scoop pour vous, c'est que votre grand-mère Rachel, dont on va parler, Rachel Sikowski, Sikowski en polonais, ça veut dire pomme de pin. Et hier, vous m'avez dit que votre genre s'appelait Tannenbaum, ça vient de Tannenbaum, ça veut dire sapin. Donc, on passe de la pomme de pin au sapin, donc il y a quand même des je sais plus qui disait, des coïncidences dans la famille assez bizarres. En fait, il y a des retrouvailles. Hein. Voilà, c'était pour mettre un peu de... Donc, vos deux tantes sont déportées, décédées à Auschwitz. Et votre maman est cachée. Alors vous avez fait une prépa dans le même lycée. On a été dans le même lycée parisien, à Chaptal, Hippocagne et Cagne. Et ensuite vous faites l'école du journalisme et puis une formation à la Sorbonne. Et très vite vous rentrez comme journaliste au Monde dès 1986. Et ce que j'ai lu, c'est que vous aviez été vraiment une spécialiste d'un monde que je ne connais pas du tout, en fait, d'ailleurs, sincèrement, de la mode, enfin, monde très féminin, sûrement, hein, probablement. Donc, spécialiste de Yves Saint Laurent. Vous avez jusqu'à un dernier livre sur Guerlain, hein, je crois. Ah non, Paris, capitale du Guerlain, voilà. Donc, toute une trajectoire à travers la mode, etc. Et quand même, vous avez publié, moi j'ai compté 24 livres. Ah bah moi j'ai compté, moi je suis un arithmomane, j'ai compté, donc c'est beaucoup, vous avez vraiment une très... Donc c'est pour ça, alors sincèrement, qualité d'écriture, c'est incomparable, hein, le style est magnifique, enfin vraiment, il y a une progression super. Voilà alors vous avez des médailles, enfin voilà, vous êtes chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Voilà. Officier, voilà, vous êtes monté officier, ouais, non, mais c'est super, et donc plein de livres, et je crois que La Sidération, en fait, parmi tous les livres que vous avez fait, essentiellement sur la mort, Christian Dior, Versailles la mode, René Lacoste, et puis on parlera à la fin d'un autre homme dont vous allez bientôt dévoiler la plaque commémorative aussi, qui est important et qui nous concerne nous en tant que mémoire juive, mais je ne spoile pas le nom. Donc, ce premier livre, c'est le premier livre un peu autobiographique quand même. Alors, en termes d'autobiographie, moi, il y a 4 ou 5 thèmes sur lesquels j'aimerais vous entendre. Le premier, c'est le thème de l'amour, ou la question de l'amour mère-fille. Ouais, d'emblée. Hein. Parce que vous écrivez, alors moi, bon, en fait, ce livre, c'est un cheminement dans le deuil de votre maman, Nicole. Et vraiment, on sent que vous revenez sur le chemin, vous essayez de comprendre cette relation. Votre maman est cardiologue, très, très active, très occupée. Et puis, alors il y a page 119, « Toi que j'ai plus aimé comme la mère de mes enfants que comme la mienne. » Vous pouvez nous expliquer? Alors, c'est pas pour faire un détour, mais quand même, non, je voudrais juste dire 2 choses. D'abord, je voudrais vous remercier la salle, vous remercier, monsieur, pour cet accueil magnifique que vous nous réservez. Pour vous dire combien, voilà, dans une époque qui est partagée entre la déconstruction et l'assignation identitaire, eh bien moi je me sens fière d'être juive ici. Et c'est un très grand honneur. Je retrouve au fond l'esprit de ce judaïsme des Lumières dont j'ai toujours rêvé. Et voilà, Manuel en a parlé, mais je voudrais dire aussi une chose et saluer quelqu'un qui m'est très cher ici particulièrement, c'est Manuel Carcassonne, qui a été mon premier éditeur, notamment à travers la biographie d'Yves Saint Laurent. C'était il y a un peu plus de 2 décennies. Et je voulais dire qu'il n'y a pas de... Toi, tu dis au début de ton livre qu'une histoire s'empare de toi et que voilà, et c'est peut-être moi je suis restée en fait accrochée à l'idée qu'il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui me pousse, qui m'entraîne, qui me motive, enfin voilà, qui me donne des délais, et je remercie Manuel de m'avoir dit mais tu n'as pas quelque chose à écrire de personnel,
Et j'ai commencé ce livre et je l'ai fait, au départ, je l'ai fait pour lui. Et pour moi, il n'y a pas de livre sans le regard de quelqu'un et au fond, qui est cet éditeur-là. Et voilà, je le salue de tout mon cœur et de toute ma reconnaissance. Et je voulais dire aussi que finalement, à travers ce livre, oui, c'est une façon pour moi, c'était une façon de me mettre à nu, mais pas du tout dans l'auto-confession, c'était une façon au contraire de célébrer l'écriture dans ce qu'elle peut avoir de plus essentiel, dans le sens, bien sûr, qui me pousse à écrire celui qu'avait énoncé Marcel Proust lorsqu'il disait construire un livre non pas ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. Et c'est vrai que la robe, les vêtements, vous en avez beaucoup parlé sans vraiment en parler hier, entre le grand-père tailleur d'Anna Lorca, le manteau d'Arlequin de Manuel, et que ce tissage, cette construction, eh bien, pour moi, elle est très importante et j'ai grandi à travers l'idée qu'un livre, c'est comme un beau vêtement, il faut qu'il soit bien construit et il vous aide à vous donner de la confiance en vous. Voilà, maintenant je vais rejoindre ma mère. Là, c'est plus dur. Donc, ma mère, en fait, c'est très difficile d'en parler, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et que j'arrive plus à écrire sur elle qu'à parler d'elle, de même que je n'arrivais pas à lui parler et qu'on n'arrivait pas à se parler. Donc, et j'ai totalement fait autrement avec ma fille d'amour, ma petite fille, avec lesquelles j'échange énormément, parce que c'est vrai que ma mère avait grandi dans l'idée qu'elle devait se construire, exister peut-être d'abord comme une femme avant d'être une mère. Et qu'est-ce que ça voulait dire être une mère dans les années 60 ? Ça voulait dire forcément être une femme qui ne travaille pas. On s'adressait toujours à mon père en me disant vous êtes cardiologue, et elle était à côté, elle était aussi cardiologue, et elle était, je pense qu'elle a aussi été très, très humiliée par sa belle famille qui n'aimait pas ces femmes qui veulent être trop indépendantes, qui ne rigolent pas avec les autres, qui ne savent pas faire bien à manger, qui brûlent un peu tout ce qu'elles touchent. Et donc, il y avait cette impossibilité presque physique même si elle nous a adorés, et je sais qu'elle a tout fait pour nous, pour qu'on soit, qu'elle soit fière de nous, même si j'ai toujours eu l'impression de son vivant que je faisais un métier qu'elle ne comprenait pas, qui n'était pas utile, parce que pour elle, un métier, un peu dans le sens de celui de mon grand-père, lui faisait des chapeaux, elle était cardiologue, elle soignait des gens, elle sauvait des gens, et moi, elle ne comprenait pas qu'on puisse gagner de l'argent, et même, gagner de l'argent en écrivant. Elle m'avait dit, mais je ne comprends pas, parce que les écrivains ont tout dit. Et donc, c'était assez... voilà, et donc, ma mère, c'est une façon de la redessiner, peut-être, que d'écrire sur elle. On va continuer, parce qu'on va rentrer dans votre famille, et effectivement, ce qui revient de manière très récurrente, c'est ses parents, et ce couple Ashkenaz-Séfarade. Et là, vous avez introduit d'ailleurs quelque chose, parce que moi, ce que j'ai lu, donc, votre père, Paul Benaïm, juif d'Oran, épouse Nicole Freider. Et d'ailleurs, dans le livre de Christophe Boltanski, il y a le même couple, parce que votre Jacques Chiri, il a épousé une Rosine Fishman, et ça a mal tourné, ça n'a pas marché. Alors, il y a d'abord le personnage de votre grand-mère maternelle, Rachel. Alors, c'est une juive de Pologne, et elle a un mépris pour votre père qui est incroyable. Dès le mariage à l'hôtel Crillon,
il y a, alors heureusement qu'elle n'est pas venue à Montpellier, parce qu'il y a les you-you. Et alors là, elle dit, mais on est chez les sauvages ici. Ensuite, ton père, c'est mon deuxième Hitler. Vous vous rendez compte, dans une famille, on dit ça. Et puis vous dites quelque chose, c'est un petit peu plus loin, que je trouve très beau. Il y a toujours dans le cœur de ma grand-mère quelque chose qui hurle. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose d'une agressivité, d'une violence, d'un cri. Voilà. Et puis alors là, vous avez ajouté quelque chose juste à l'instant, c'est que même la belle famille oranaise, elle n'appréciait pas votre mère ashkénaze. On a l'impression que tout le monde se tire dessus dans votre famille. Ah non, mais... Ce qui a sauvé mes parents, probablement, c'est leur amour au départ, cette histoire d'amour entre cette jeune fille qui aurait dû épouser un ashkénaze et cet homme qui est un peu plus, qui est un peu foutraque, étudiant, qui est assez, qui l'a sauvée parce que lui il était interne à l'hôpital et elle était une jeune externe, garde de nuit. Et en fait, elle s'est retrouvée avec un alcoolique qui était assez violent et dangereux. Elle est allée voir le médecin et qui a voulu la violer. Elle s'est défendue et finalement, c'est mon père est arrivé. Mon père, c'était un peu le sauveur. Donc voilà, ils se sont rencontrés aussi à travers leur métier. Et je pense que leur amour, c'était aussi l'amour de leur métier. Ils parlaient cardiologie, ils parlaient des cas à table. Ouais. Là, vous en donnez une version idéale, mais moi, je lis dans le détail. Hein. Page 19. Vous vous adressez à votre mère. Tu es seul derrière de grosses lunettes de soleil à Eilat, au bord d'une piscine. Tu te caches non pas de la lumière, mais des autres, parce que tu as pleuré. Avec papa, vous vous êtes disputés. Alors après, il y a cette phrase magnifique. J'ai eu des parents têtus, leur alliance magique avait le don d'effacer toutes les disputes. Moi, je trouve cette phrase magnifique. C'était un double anneau d'or illuminant le monde. Mais sur quoi ils se disputaient? Est-ce que c'est la même dispute je ne sais pas, entre chez Farad et Ashkenaz, sur quoi on se dispute? Enfin, est-ce que ça revenait, ça? Ah oui, on se dispute, c'est parce que moi je ne suis pas là pour vous servir, c'est ma mère. Et mon père qui dit la paix, il veut juste la lumière, être au soleil, tranquille. Et ma mère, elle déteste tout son désordre. Et donc voilà, c'est ma mère qui se met un peu en rythme, mais là ça devient. Pardon, s'ils se disputent, mais en même temps c'est aussi la vie peut-être de se disputer, de faire que j'ai compris qu'à la fin, lorsque mon père est devenu aveugle et que ma mère continuait à lui lire le journal, à lui lire des textes, à lui lire des romans, qu'au fond ils avaient survécu à toutes ces disputes et qu'au fond mon père m'a dit avec ta mère on a eu une vie heureuse. Et moi j'étais un peu me dire tout ça pour ça. Après aussi peut-être que c'est au fond c'est écrire un livre, peut-être que ce qui est intéressant c'est de déformer aussi un tout petit peu la réalité, parce que sinon on est dans l'énoncé, dans le documentaire, dans ce factuel. Ça m'intéressait pas de recenser quelque chose, d'être dans la complainte ou dans l'idée. D'abord c'était d'écrire un livre. Et c'est vrai que moi la pire remarque qu'on peut me faire, c'est de dire oh là là, mais ton livre, ça a dû être une thérapie pour toi. Et ça c'est horrible. Oui, c'est comme j'imagine, lorsqu'un médecin, on est à la table et qu'il y a quelqu'un qui vient lui demander une consultation pour sa belle-sœur parce qu'elle a mal là, et c'est toujours gênant pour le médecin de lui dire mais prenons rendez-vous. Et donc voilà, pour moi le pire c'est de dire ça a dû te libérer. Et moi aussi d'ailleurs j'ai envie d'écrire. Ah oui, ça c'est horrible. Très fréquent ça aussi, moi aussi j'avais dit. Une dernière question? Une dernière. Alors on fait la grand-mère, les parents et maintenant les enfants. Parce que vous avez une phrase
c'est l'éducation de la génération suivante, de nos enfants. Vous avez cette phrase, être juif, c'est se demander à quel âge doit-on parler à un enfant de la Shoah. Question que je me suis exactement posée, et maintenant qui se pose pour mes petits-enfants. Alors ma question c'est, à quel âge en avez-vous parlé à vos 2 enfants, et pourquoi à tel âge? Voilà. Je pense que c'était depuis qu'ils étaient petits, mais moi je crois que j'ai fait un peu les choses un peu... mon fils, je l'ai emmené voir les 400 coups, il avait 6 ans, je l'ai inscrit au Talmud Torah beaucoup trop tôt, je me suis trompée un peu pour les dates, voilà, ils ont grandi, ils ont été baignés dans ça, enfin peut-être parce que moi, mon mari est séfarade et que j'avais envie de faire des paquets de mémoire pour eux, parce que j'avais toujours peur qu'avec les séfarades on oublie un peu trop vite, et donc j'avais envie de faire des provisions comme si je faisais des gâteaux, des strudels de souvenirs à leur mettre dans les poches. Et en tout cas, je suis allée avec ma fille, ma fille est venue à Auschwitz, on y est allés ensemble, et bizarrement mon fils qui n'y est jamais allé. Voilà. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Laurence Benaïm, pour cette présentation. On va maintenant s'en prendre à M. Boltanski. Ce sera pas même professionnel quand même. Et on reverra cette question du roman des enquêtes, les enquêtes sur les origines. Monsieur Boltanski, donc là aussi très rapidement, une présentation. Vous êtes né, je vais lire la fiche Wikipédia très vite. Vous êtes né en juillet 62 à Boulogne-Billancourt. Vous êtes journaliste, écrivain, chroniqueur français, lauréat du prix Femina 2015 pour le roman La Cache. Vous êtes fils du sociologue Luc Boltanski, originaire d'une famille juive russe, d'une mère écrivaine qui a adhéré aux idées communistes, neveu du linguiste Jean-Élie Boltanski, de l'artiste plasticien Christian Boltanski, une famille admirable. Vous avez achevé vos études en 87 au Centre de formation des journalistes, travail au Progrès égyptien, puis au quotidien Libération de 89 à 2007, ça fait un bail. Après avoir été correspondant de guerre durant la guerre du Golfe, correspondant de ce journal à Jérusalem, puis à Londres. Travaille longtemps pour le magazine l'Obs, ou le Nouvel Obs, je ne sais pas à l'époque ce que c'était, de 2007 à 2017, et enfin, rédacteur en chef de la revue 21, c'est une revue française de journalisme de récit, de reportage, sans publicité, qui a été créée en 2008. Vous y êtes encore ou bien c'est fini? D'accord. Le premier roman, ça s'appelle La Cache, chez Stock déjà, et prix Femina, prix littéraire 2015, 120 000 exemplaires vendus, peut-être plus maintenant, et ça n'est pas rien, ça veut dire un grand succès de librairie. Et La Cache décrit votre famille paternelle, une famille atypique, d'intellectuels juifs, dont plusieurs membres, on vient de le voir, sont très connus. Une petite incise très rapide, parce que c'est anecdotique, mais c'est intéressant. Le plan du récit, je l'ai lu aussi, suit celui du lieu qui les rassemble, c'est la rue de Grenelle, et c'est en découvrant petit à petit chaque pièce de l'appartement qu'on comprend progressivement l'histoire de chaque personnage qui est attaché. Et un plan des lieux se dessine petit à petit, en tête de chaque chapitre. On découvre donc une partie dissimulée de l'appartement, notamment l'un des personnages a vécu caché. Et je raconte tout ça parce que ce matin, on a parlé de Pérec, et Pérec avait utilisé exactement ce même procédé dans la vie, mode d'emploi, pour décrire un immeuble parisien. Ben, écoutez, on a de nouveau des clins d'œil particuliers dans notre programme, formidable. Et le deuxième roman que vous avez écrit, Le Guetteur, c'est aussi une référence à ce programme, puisqu'il est publié en 2018, et c'est une enquête sur un personnage disparu, comme Laurence, et comme Laurence, c'est au sujet de votre mère. Et là aussi, je lis, à propos de ce roman, un roman bouleversant d'une femme qui s'est perdue, la quête d'un fils qui cherche à retrouver sa mère, la confirmation
d'un grand écrivain. Donc vous êtes un auteur reconnu. Le troisième roman, c'est Lévi de Jacob, celui que nous avons ici, et c'est celui dont nous allons parler aujourd'hui. Vous avez vu la couverture, hein, ça part de ça, c'est très important cette couverture, parce qu'il y a dessus le bandeau, il y a la photo, deux photos, un visage, vous voyez, démultiplié. C'est le visage de Jacob, puisqu'on va parler des vies de Jacob. Et c'est cette série de photos qui est à l'origine de ce livre. Vous allez mener l'enquête sur ces photos d'identité, en quête de l'identité profonde de ce personnage. Et vous débouchez sur un récit haletant, une histoire fascinante, mystérieuse, mais est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter comment vous tombez sur ces photos et ce qu'elles suscitent en vous? Merci beaucoup, merci encore une fois de me permettre d'être là. Je suis vraiment très heureux d'être ici et c'est vrai que c'est aussi impressionnant de parler devant son éditeur. Parce que c'est un peu un surmoi, votre éditeur, vous savez. Donc, et on a toujours peur, en général, de dire des bêtises, et là plus en particulier. Donc, en fait, le point de départ donc, du livre Lévi de Jacob, c'est un album photo, mais très particulier, parce que ce n'est pas un album de famille. On ne voit pas des mariages, des naissances, des fêtes. Ce sont constitués de photomatons d'un même homme, des photomatons pour la plupart en noir et blanc, donc j'en ai compté au total 369. J'ai passé beaucoup de temps à regarder cet album. Et cet album a été trouvé au Puce à Paris, pas par moi. En fait, tout ça m'est tombé un peu dessus par hasard, enfin, même s'il n'y a pas de hasard, hein, c'est ce qui a été dit à plusieurs reprises ici. Il a été trouvé d'abord par un chineur, comme on dit, c'est chez gens qui vont très tôt le matin au Puce pour essayer de trouver la bonne affaire et qui est donc tombé sur cet objet. Il paraît qu'il y a un marché pour les albums photos. Et donc il l'a acquis et il l'a revendu à une dame qui elle est productrice de documentaires, qui elle-même a fait appel à moi elle pensait peut-être en faire un film, un documentaire, elle ne savait pas si c'était de fiction ou pas, et puis ce film ne s'est pas fait, et je me suis retrouvé avec cet objet, et c'est vrai que l'album était extrêmement intrigant parce que cet homme jeune, il doit avoir 22 ans, 24, entre 22 et 24 ans, donc a fait toutes ces photomatons et on voit bien que ça s'est échelonné dans un temps assez long parce que son système, sa pilosité change constamment. Alors parfois il a une moustache, une barbe, des cheveux courts, longs, parfois il a le visage glabre, il change de vêtements, il prend des poses, des postures, il se déguise en rocker, en homme d'affaires, parfois il est en personnel navigant, avec une casquette d'avion. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi au début et à la fin de l'album, il y avait des étiquettes avec de la compagnie aérienne El Al, vous savez, des étiquettes qu'on donnait, plus maintenant, mais avant, pour mettre à coller sur vos bagages, et sur lesquels il avait inscrit tous les lieux où il avait séjourné ces années-là. Donc on est entre 1970 et 1974, et il a changé de lieu à 24 reprises. Et en plus, c'est un squatter. À chaque fois, il met son nom. Donc, il était pour moi un inconnu, mais pas du tout un anonyme. Il descend, il va chez des gens, et donc il y a le nom des gens qui l'accueillent, et ensuite une adresse. Et un jour, il est à Bâle, à Genève, à Rome, à Marseille, à Lyon, dans le Beaujolais. Enfin, c'est un nomade. Et alors non, il n'y a pas d'adresse à Djerba. Et donc c'est un nomade, et c'est un zindigue aussi. Parce que quand même, quand vous allez dans
cabine automatique de photographie, vous allez là, en général, pour établir ce qu'on appelle une photo d'identité. Donc, et clairement, ça m'a semblé évident dès le début que c'était un homme qui essayait qui était aussi dans une quête identitaire, qui peut-être à travers cette machine essayait de savoir qui il était. Et la dernière étiquette était la plus intrigante. Là, il y avait marqué prière en cas d'accident de contacter le consulat d'Israël, 3 rue Rabelais, Paris. Là, vous vous demandez, mais pourquoi? Pourquoi d'abord envisager un accident, penser à une menace, un danger, et pourquoi, si accident il y a, contacter un consulat? Pourquoi pas plutôt donner l'adresse de ses proches? Donc voilà, je pars avec cet objet et plein de questions sur les traces de cet homme, et je vais, en fait, le livre, c'est pour ça que je me permets de faire cette incise, pour parler aussi du livre de Laurence. Ce livre alterne les chapitres père et impair, et les chapitres père sont tous écrits à la 2e personne du singulier, comme le livre de Laurence. J'ai trouvé ça très très beau d'ailleurs dans ton livre, parce que l'usage du tu, on pense encore une fois aussi à Pérec, hein, un homme ébouché. Le tu est un pronom personnel, je trouve, très, très intéressant, enfin, qui permet beaucoup de choses, qui permet à la fois un dialogue, qui instaure un dialogue, puisque le tu implique un jeu. D'ailleurs, dans le livre de Pérec, c'est un jeu qui s'exprime, mais c'est aussi un tu peut ouvrir aussi à la fiction, d'une certaine manière, puisqu'on peut être à la fois une injonction, fais ci, fais ça, mais ça peut être aussi une suggestion, ou ça peut être même de l'ordre de l'hypothèse, tu as peut-être fait ça. Et effectivement, quand on écrit sur un autre, on est dans cette incertitude-là, on ne sait pas précisément ce que cet autre a fait, surtout quand on parle de ses proches. Moi, je suis convaincu que nos proches, on ne les connaît pas, et qu'ils sont pour nous ils restent jusqu'à jamais des inconnus, et donc par le tu, on peut effectivement émettre des hypothèses sur eux, et c'est ce que j'ai fait avec Jacob. C'est-à-dire que j'ai essayé d'imaginer un peu tous les tu qu'il avait pu être au cours de sa vie, d'où le titre de l'ouvrage. Donc je l'imagine artiste, je l'imagine écrivain, je l'imagine errant, juif errant en l'occurrence, je l'imagine aussi espion, donc toutes les possibilités qu'il a pu être, parce que, et c'est ça que je trouvais très très émouvant en fait, et c'est peut-être pour ça que je me suis lancé dans ce projet d'écriture, c'est que il est au carrefour de sa vie, il a 22 ans, il est comme un jeune homme de 22 ans qui pense à tout ce qu'il pourrait être. Et du moins, c'est l'impression qu'il m'a donnée. Et l'objet final se retrouve à la poubelle, un déchet. Vous savez, les débarrasseurs, reste Lulu, ça n'appartient plus à personne. Et c'est l'histoire d'une vie humaine. Hein, c'est un peu ce qui nous guette tous. Et donc, cet homme plein de vie et cet objet qui nous parvient par cette voie détournée, je trouvais ça extrêmement poignant. Et d'où mon envie de lui redonner. Je vais lire justement un passage où on voit comment vous ne choisissez pas une histoire, elle s'impose à vous, elle déboule sans prévenir, l'air de rien. Vous la chassez, elle revient. A priori, elle ne vous concerne pas, elle semble même assez éloignée de vos préoccupations, et pourtant, elle vous touche. Vous essayez de comprendre pourquoi, sans y parvenir. Il n'existe alors plus qu'un seul moyen pour s'en débarrasser, c'est d'écrire. Alors, vous voulez l'écrire, mais alors, vous entamez un périple extraordinaire, parce que vous allez dans tous les endroits où on retrouve... Pardon ? Ah non, moi je voulais juste rajouter un autre extrait qui m'avait... Ah ben volontiers, oui. Tu avais raison de te donner à voir, de te
travestir ou de chercher à mieux te connaître, de t'inventer à travers ce théâtre du reflet. Tu voulais te prolonger, c'est fait, tu entames une énième vie. Merci aussi, ce très bel extrait. Il y a beaucoup de passages sur Oui. cet inconnu qui devient familier et on est là lancé à sa recherche comme une trace. C'est extraordinaire, Et c'est je trouve parfait. que c'est incroyable de quelqu'un qui est anonyme et tu en fais un personnage dont on s'empare. Comment expliquer cette persévérance pour cette poursuite, cette traque policière dans tellement d'endroits et sans se décourager en ayant plein de fausses pistes ou enfin, ça se termine en boudin parfois. Donc cette ténacité, ça vous tenait vraiment à cœur, quoi. Oui, en fait, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai utilisé le tu, qui est un signe de familiarité. Hein. Donc, j'ai eu assez vite un sentiment d'extrême familiarité avec cet homme, que je n'arrivais pas vraiment à expliquer. D'abord, sa démarche m'a fait penser au travail parler de ma famille, de mon oncle, qui est artiste, plasticien, qui est décédé il y a un an. Et je l'ai écrit avant son décès, mais j'ai pensé à son travail, évidemment. Donc, j'ai senti aussi qu'il y avait quand même une faille, il y avait quelque chose qui, dans l'insistance qu'il avait à mettre son nom partout, dans cette volonté de se photographier à l'infini, même dans certaines photos, avec des sortes de mise en abîme, où il tenait dans une de ses photos bâton, une autre photo bâton. J'ai appris plus tard que c'était celle de son père. Donc, mais on sentait bien qu'il y avait une recherche de filiation dans cette démarche. Et donc, effectivement, il m'a paru, d'abord, il a une tête très sympathique. Il ressemble un peu à Benigni, je trouve, comme l'acteur italien. Et j'ai plus vous plongez en plus. La photographie est aussi un support qui ouvre, qui est formidable, une machine à imaginer. Enfin, quand vous regardez une photographie, plus vous la regardez, plus vous trouvez de nouveaux détails. Une chevalière, une cigarette là, enfin, des éléments vestimentaires. Et donc vous imaginez tout ce que ça peut signifier. Et donc, et aussi, je pense que quand... c'est aussi mon côté peut-être journaliste, hein, l'enquête, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime suivre une trace, en fait. Et un peu comme un jeu de piste, en l'occurrence, mais plus vous suivez quelqu'un, plus vous vous identifiez à ce quelqu'un. Je pense que même les chasseurs s'identifient aux êtres qui le traquent. Donc, mais je me suis beaucoup identifié à Jacob et jusqu'au moment où j'ai fini, j'ai découvert qu'il était mort, mais j'ai fini par rencontrer sa famille, en fait ses enfants en l'occurrence, et on est devenus très proches. Donc on se voit maintenant très souvent. Enfin, ça a été pour moi j'espère pour vous aussi, une vraie grande rencontre. C'est formidable. On découvre au final un personnage qui est assez complexe, puisque effectivement vous l'imaginez dans tellement de situations, qui a souvent des prénoms différents. On n'en a pas parlé, mais il s'appelle Jacques, il s'appelle Zakin, il s'appelle Jacob. Il a des costumes différents évidemment, des masques différents. Je voudrais relire la phrase de Pessoa que vous avez mise en exergue et qui colle parfaitement à ce projet. Être la même chose de toutes les façons possibles en même temps, réaliser en soi toute l'humanité de tous les moments, dans un seul moment diffus, profus, total et lointain. Je me suis multiplié, dit Pessoa, pour mieux sentir, et pour mieux sentir, j'ai eu besoin de tout sentir. Tiré du livre de l'inquiétude. Pessoa, c'est quelqu'un qui a lui-même revêtu beaucoup de masques, qui a écrit sous de multiples noms.
qu'on a soupçonné d'être marâne. C'est lui qui écrivait « J'ai fait de moi un être double et bien gardé », ou encore « On me connut très vite pour qui je n'étais pas ». Et avec Pessoa, on pose donc la question de l'identité, et avec Jacob, on pose cette question de l'identité. Alors vous avez dit vous-même que vous vous êtes peut-être un petit peu cherché dans sa personnalité, et cet effet miroir avec votre famille. Pourquoi cet inconnu, je lis la phrase qui correspond à ce que vous venez de dire, pourquoi cet inconnu me semblait-il si familier, si proche, sa démarche artistique, si l'on peut appeler ainsi, rappelait les travaux de mon oncle plasticien sur la quête et la perte d'identité. Et je lis encore, durant ce très long parcours, ton père t'accompagne, il est là avec toi dans ton refuge, tu t'abrites derrière son médaillon minuscule et tu parais soudain apaisé. Vous parlez à Jacob ou à Christophe? Mais c'est vrai que c'était extrêmement troublant parce que derrière ces photos bâtons, et ça je l'ai découvert par hasard, il y a une photo qui s'est décollée et j'ai vu qu'il y avait un texte écrit derrière en hébreu et que j'ai fait. Quelques mots d'hébreu ne suffisaient pas, donc je les ai fait traduire par une amie et qui était adressé en fait, et j'ai découvert que d'autres mots se trouvaient derrière d'autres photos. C'était en fait des petits mots qu'il écrivait pour ses proches. Il était en France à ce moment-là, il faisait des études sans doute à Marseille, et il utilisait ces photobâtons un peu comme des cartes postales. Donc, mais il signait à chaque fois d'un prénom différent. Donc parfois c'était Jacob, parfois Jacob, parfois Jacques, parfois Jackie. Et cette multiplicité des prénoms était pour moi quelque chose d'extrêmement troublant, parce que ça c'est aussi une caractéristique qui existait dans ma propre famille, de multiplicité de noms, de noms d'emprunts, de noms de plumes, de faux noms. J'ai retrouvé récemment une fausse carte d'identité de mon grand-père, qu'il avait fait établir par un ami à lui pendant la guerre, et qui était chirurgien, mais qui ne pouvait plus exercer comme mon grand-père, mais qui s'est révélé un très bon faussaire. Et pour une raison très étrange, il s'était déguisé sur cette fausse carte d'identité, avec un nom bien français, en femme. Et alors que mon grand-père ressemblait physiquement, enfin le grand-père que j'ai connu un peu à l'acteur Eric von Stroheim, un cou un peu massif, un côté un peu comme ça, un peu taureau, et il avait très peu de cheveux. Là, il ressemblait un peu à Miss Marple sur cette. Et ça m'a toujours paru très étrange. Je me suis toujours demandé, mais comment. Il m'avait montré cette carte d'identité quand il était encore vivant. Il m'a dit, je la regarde avec un clin d'œil en disant, ça peut toujours servir. Je ne voyais pas du tout à quoi ça pouvait, une chose pareille pouvait servir. À part faire rire autour de lui. Mais, donc, il y a vraiment une démarche artistique dans la famille. C'est peut-être ça. Je me souviens de ton oncle, je t'avais interviewé, il m'avait dit une chose qui m'a énormément marqué. Il m'a dit, le drame, finalement, ce n'est pas de mourir, mais c'est de ne pas exister. Et au fond, l'écriture, l'art en général, est une façon de transformer, en tout cas, la réalité, la banalité, d'en faire quelque chose où peut-être qui donne l'illusion qu'elle va survivre à la vie. Et en tout cas, voilà, ton livre. On peut également faire référence à Annette Björka qui parlait des tombeaux de papier, et je pense que c'est une manière aussi de donner un tombeau de papier à Jacob Chéry, de lui redonner une existence. De livres. Oui, c'est ça. De lutter contre l'effacement. Vous avez même à un moment donné pensé lui donner un autre nom, puisqu'on parle de ces noms, et on est revenu, je pense, à la demande de la enfin pas à la demande, donc à la demande de la famille, parce que c'était. J'ai fait lire aux enfants le manuscrit avant qu'il soit publié, ce qui est toujours un exercice un peu. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Donc, il m'avait dit, voilà, on ne se retrouve pas du tout dans ce livre, il n'est pas question qu'il soit publié, donc je pense que j'aurais été très embêté à ce moment-là. Et ils m'ont dit d'abord qu'ils avaient retrouvé leur père, ce qui m'a beaucoup touché, parce que j'ai jamais eu cette chance de rencontrer leur père.
Et j'avais changé le nom à leur demande initiale. Et là, ils m'ont dit, ben, voilà, on aimerait que ce soit notre vrai nom pour nous. Donc voilà. Je pense que c'est une marque de confiance et une marque de respect pour le travail et qui montre à quel point cette recherche a été bien conduite et très émouvante. Je voudrais conclure avec 2 extraits de critiques parce que je crois que souvent ils arrivent à trouver les mots pour dire les choses comme nous les pensons. Il y a pourtant des vides, des silences et des interrogations qui demeurent. Les adresses trouvées ne mènent parfois nulle part. Les témoignages ne concordent pas tous. En toile de fond, une histoire d'exil et de rupture. Et la grande histoire, on en a parlé, mais souvent vous revenez sur la grande histoire avec un avantage qui, comme toujours chez vous, emporte les personnages. Et on ne saura pas vraiment quelles furent toutes les vies de Jacob, exilé tunisien et diplômé d'architecture, éternel voyageur, ancien soldat, père de famille, peut-être espion, qui finit par s'occuper, on n'en a pas parlé, mais c'était un passage important de votre livre et de la carrière de Jacob, s'occuper du service funéraire du consistoire de Paris pendant de très nombreuses années. Il y a ici quelque chose sans nom, dont l'effet tient autant à l'ellipse qu'à la minutie du trait qui l'approche. Quelque chose comme l'émotion de nos morts dans nos vies. Eh bien, je trouve cette phrase très belle et je vous remercie beaucoup, Monsieur Christophe Boltanski, de cet ouvrage. On a peut-être 2-3 minutes s'il y a quelques questions dans la salle. Oui? Ah non.